remercie pour votre attention et pour votre écoute. Nous allons passer maintenant aux questions. Si vous avez des questions sur... Ok, on va commencer tout de suite alors. Est-ce que la justice n'est pas source d'information? La justice, Oui. l'appareil judiciaire, Oui. Est-ce qu'elle n'est pas source d'information? tout est source d'information. Mon épicier est source d'information, le chauffeur de taxi est source d'information. Oui, mais par rapport à la justice, il y a des écrits, ça reste dans le temps, enfin, ça peut être étudié, on amène des preuves, il y a des choses factuelles, des théories. Oui, sûrement, oui. Comment vous dire non? Oui. D'une information, laquelle? Ça c'est autre chose. Ben, Certains vous diront c'est l'information d'une justice de classe, d'autres vous diront c'est aussi sujet à interprétation, hein, la justice. Bon, sachant qu'en France, la justice n'est pas le troisième pouvoir par rapport Ah. à l'exécutif. Ah, oui, mais vous ne parlez pas du compte-rendu, là, vous parlez de sa position. Mais vous dites combat, si l'information est un combat, moi, je trouve que la justice est le combat le plus... Enfin, il est Oui, mais au-dessus de ça, parce qu'on c'est peut là où je vais diffamer, vous piéger. on peut diffamer. Parce que comment, pour lutter pour la justice, encore faut-il être au courant qu'il y a une injustice. Donc on revient où? Source de l'information. Parce que si vous êtes convaincu que la justice fonctionne bien, ou qu'on a réussi à vous convaincre que la justice fonctionne bien, vous n'auriez même pas envie ou besoin, vous ne senteriez pas le besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Encore faut-il le savoir. L'information est la source de tout. Hein. Si je pense que la Terre est ronde, je ne me comporte pas de la même façon si je pense que la Terre est plate. Et je peux être sincère dans les deux cas. Et je deviens ni un salaud dans un cas ni dans l'autre. Mon comportement est déterminé par ma perception des choses. Et la perception, elle m'est donnée par l'éducation et les médias. À part ceux qui ont réussi à faire X fois le tour de la planète et de visiter certains pays. Ce qui m'étonne à chaque fois, j'ai 3 amis qui ont fait des voyages par exemple en Iran, pays qu'on nous décrit comme si. Les 3 témoignages me reviennent avec des descriptions très différentes, y compris une femme qui a voyagé seule. M'a dit que C'est la mémoire, ça. C'est la mémoire. Donc voilà, notre comportement est déterminé par notre perception, et notre perception nous est donnée par notre environnement. Et notre environnement est occupé principalement en ce moment, dans cette civilisation-ci, par la publicité et les médias. Et la dépassion dans la justice, ce qui est dépassion. On reviendra peut-être Je ne suis pas un spécialiste de la justice. on Enfin, reviendra peut-être un peu je plus parle de tard l'appareil, sinon la justice. dessus si on a le temps. Monsieur, bon, allez-y. Au sujet de l'indépendance des médias, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants quand ils perçoivent des subventions gouvernementales de 300 millions d'euros? Chaque journal, comme le Figaro, reçoit 16 millions d'euros en 2013, 16 millions d'euros de subventions publiques. Le Monde, pareil. J'en ai doute, il y en a 200, chacun reçoit sa marque. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'ils sont même achetés, j'ai l'impression. J'ai plus confiance. Par contre, je vois qui ne le reçoit pas. Je vois Charlie Hebdo, qui n'en a pas reçu. C'est officiel, je l'ai contrôlé. Charlie Hebdo, qui est encore, il y en a d'autres, ils ne sont pas nombreux. Le monde diplomatique. Minute, comme par hasard, est présent. C'est ce que j'ai trouvé. Mais tout le monde reçoit des subventions. Le Midi Libre, 2 268 000 euros en 2013. Et c'est 2013. Surtout la liste, on peut le contrôler. Il y a un site, j'ai contrôlé aujourd'hui. Vous aurez remarqué ou pas, à moins que je me suis fait des lapsus en parlant, j'ai jamais parlé de médias indépendants. J'ai parlé de médias alternatifs. J'ai compris. Parce que l'indépendance, on est toujours dépendant de quelqu'un. Le grand soir est dépendant de moi. J'aime pas ce terme média indépendant, ou alors il faudrait préciser systématiquement et précisément indépendant de quoi. D'accord? Si on n'est pas dépendant du gouvernement, on est dépendant des annonceurs. Si on n'est pas dépendant des annonceurs, on est dépendant, puisqu'ils perdent tous de l'argent, du financeur. Et on tournera un peu en rond, et il me semble que la question fondamentale devrait être la démocratisation de la presse. Il fut un temps où une organisation comme Reporters sans frontières, que je ne porte pas dans mon cœur pour vous dire franchement, mais ce serait trop long à expliquer ici pourquoi, avait comme leitmotiv de répéter que la liberté de la presse était le meilleur garant de la démocratie. Je ne vois pas pourquoi la liberté d'une catégorie socio-professionnelle serait une garante de démocratie. Pourquoi pas la liberté des garçons bouchers, pourquoi pas la liberté des avocats, pourquoi pas la liberté des travailleurs sur leur lieu de travail.
pense que c'est exactement le contraire, c'est que c'est la démocratisation véritable de la presse qui serait le garant de sa liberté. C'est lorsque la presse serait réellement démocratique qu'elle sera libre, et pas l'inverse. C'est pas parce qu'elle est libre. Des presses libres, on en connaît. Il y en a des presses libres qui ont fait des coups d'État, il y a des presses libres qui sont libres de raconter des mensonges, il y a des presses libres qui sont... Cette liberté, il faudra la définir. C'est le seul métier, comme j'ai dit un peu en mon introduction, qui se permet de se targuer d'une liberté totale et incontrôlée. C'est quand même pas innocent. Alors que c'est pourtant un domaine stratégique. Comme j'ai dit, ça forge notre vision du monde et ça relève du même processus que l'éducation de nos enfants. Jamais j'accepterai de confier mes enfants à des charlatans. Quoique bon, on peut parler du système éducatif actuel, mais bon, que ce soit accepté comme tel, je dis non, on ne peut pas. Et pourquoi est-ce que j'accepterais que l'information me soit donnée, la vision du monde, donc mon comportement par rapport à la vision du monde, me soit donné par des gens formés, on ne sait pas trop comment, dans des écoles privées, complètement privées, sans aucune tutelle sur le contenu, ni rien, etc. Je n'ai pas de réponse directe à cette question, parce que je sens bien qu'en disant ce que je dis, ça ressemble un peu aux commissaires politiques qui voudraient contrôler, censurer, etc. Ouais, disons que mon idée, c'est de garantir le pluralisme plutôt. Je demande l'interdiction de parole à personne, j'exige qu'on l'élargisse, la parole. C'est exactement le contraire. Je ne veux pas qu'on m'interdise d'entendre quelqu'un, je ne veux pas qu'on m'interdise d'écouter quelqu'un. C'est presque à l'inverse, c'est-à-dire que... D'ailleurs, le problématique est tellement mal comprise que lorsqu'en Amérique latine, par exemple en Équateur, lorsqu'ils ont voté une loi de démocratisation de la presse qui consiste à limiter le niveau d'emprise de la société, dans la société des médias commerciaux, en répartissant par exemple les temps d'antenne, les ondes, c'est 33, 33, 33 je crois, c'est un tiers pour le privé, un tiers pour le public, et un tiers pour ce qu'ils appellent les médias communautaires. À l'époque, dans les années 80, on aurait appelé ça les radios libres, par exemple. Ce qui est une façon pour eux de formaliser la liberté et le pluralisme. C'est-à-dire créer les conditions d'eux. Et bien ici, il y en a qui sont montés au cocotier en disant « Ouais, le gouvernement équatorien s'en prend aux libertés de la presse ». Alors qu'il me semble qu'il faisait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il était en train de garantir la liberté de la presse de par son pluralisme. C'est pour dire si le problématique est mal perçu, mais je pense que ça vient d'un sorte de terrorisme intellectuel que les médias ont réussi à distiller à leur avantage, puisque c'est eux que ça concerne. Grosso modo, l'intéressé vous dit « Laissez-moi tout pouvoir, je ne veux que votre bien, et si vous me critiquez, c'est que vous êtes contre la liberté. » Et oui, mais moi je trouve que justement, vous n'en avez pas assez. C'est à moi de juger, monsieur, pas vous. C'est un peu ça le... Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est pas à eux de juger, justement. C'est qui à juger? C'est à nous de juger, pas eux. Moi, la liberté de la presse, on dit qu'elle n'a pas de limite, disait encore Reporters sans frontières, ce à quoi je rétorque systématiquement que oui, la liberté de la presse a des limites très précises. La liberté de la presse s'arrête exactement là où commence mon droit à être informé. C'est une ligne, pour moi, indépassable. Et que ça leur plaise ou non, c'est pas mon problème. C'est important au moment de référendum, comme quand il a été question du oui ou de non à la Constitution européenne, quand vous avez vu tous les médias prendre fait et cause pour la Constitution européenne. Et procéder au coup d'État soft qui a eu lieu après. Ce qui confirme que on juge souvent les gens en fonction de leur réaction à certains événements. Je veux dire que s'ils ne montrent aucune empathie pour une démocratie qui se voit agressée par des conglomérats privés de médias, ça pose de sérieuses questions sur l'état d'esprit des journalistes ici. Voilà. Une question derrière. Justement, vous parliez beaucoup de journalistes ici et je me demandais est-ce qu'il y a certains journalistes qui on peut faire confiance ailleurs, parce que par exemple je regarde Télésourd de temps en temps ou je regarde Al Jazeera. Est-ce que ça peut être plus crédible là-bas qu'ici? Bon, je voudrais pas me présenter comme un donneur de bons points. J'ai mes préférés, j'ai mon opinion sur des questions. Ça me gêne de donner des noms comme ça précisément. Je ne crois pas que ce soit une question purement de tout ou de rien. Pour plusieurs raisons.
Parce que vous me proposez probablement la question sous l'optique de la désinformation. Mais si je vous réponds sur l'optique de la malinformation, je vous dirais que, aussi sincère que serait le journaliste d'un autre média, s'il n'a pas les conditions et le temps nécessaires pour travailler, il ne fera pas un meilleur boulot qu'un autre. D'accord? Donc la question, en fait, n'est pas directement pour moi quel est le média qui donne de meilleures informations, c'est d'abord quel est le média qui offre les possibilités et la latitude nécessaire aux journalistes de progresser et de faire leur truc. Le problème, il est que le formatage international ne donne pas une grande marge de manœuvre. Parce que tout le monde est dans cette course à l'échalote, y compris Télésourds, qui ont fait d'ailleurs des bévues monumentales, par exemple dans leur reportage en Libye. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise foi. J'ai plus de sympathie pour Télésourds que j'en ai pour BFM TV. Mais n'empêche que, c'est-à-dire que si on voulait vraiment obtenir des médias alternatifs, quels qu'ils soient, ce seraient des médias qui d'abord diraient, je reviens à mes définitions, bon, les gars, on n'a pas besoin de vous annoncer qu'une guerre a éclaté hier, que vous le sachiez demain ou après-demain, c'est pareil pour vous. Par contre, on va prendre le temps nécessaire pour vous expliquer comment et pourquoi. Et on va, vous voyez ce que je veux dire? Ça devient maintenant une question de formatage. Même un bon journaliste, il ne peut pas vous expliquer un problème complexe en 2 minutes. Et il faut aussi en face un bon consommateur qui est capable d'écouter pendant plus de 2 minutes. Parce que s'il part dans une explication de 10 minutes et vous décrochez au bout de 2 minutes, où est le progrès? Donc oui, il y a pour des raisons concrètes des endroits où l'information circule mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été spécifiquement créés en réaction. Donc ils sont dans la position du challenger, comme Russia Today, qui est pour moi un des meilleurs médias internationaux actuels. Télésourds, qui malgré tout, par rapport à certains types d'informations, Al Jazeera l'était à l'époque, apparemment ils ont été repris en main. Tout ça c'est un enjeu, c'est la preuve en fait que c'est un enjeu. Il y a des pays qui se sont formés pour créer Télésourds, il y a Al Jazeera qui a été repris en main. C'est encore une fois la preuve qu'il se passe des batailles au niveau là, qu'ici j'ai l'impression qu'à la base on les prend un petit peu comme ça, oui, c'est normal. C'est pas normal, c'est pas plus normal qu'un boucher qui vous vendrait de la viande avariée et vous diriez, ah ben j'y vais plus, je vais à côté. Non, je vais le voir et je dis comment ça se fait? Il faut le fermer, il n'a pas le droit. J'exige, il y a des normes, il faut qu'on arrive à les appliquer. J'ai pas la recette sous la main, je sais que c'est pas un problème facile à énoncer, mais quand même, là où je vois qu'on est loin d'eux, on pourrait se rapprocher un petit peu de quelque chose de plus réfléchi, de plus volontariste. La démocratie, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça s'organise. D'accord? Et la liberté et le pluralisme, c'est quelque chose qui s'organise. C'est pas que le meilleur gagne. C'est ce qui se passe dans les médias actuellement, en Occident en tout cas. Ce qui se passe là-bas, c'est une tentative de contrer. Alors, vous avez une deuxième vision, donc, mais vous, en tant que consommateur, votre boulot, c'est pas d'exiger que Al Jazeera ou Télésourds soit parfait. C'est à vous de s'en servir un outil comme un autre. Une question d'Hassan. À mon avis. S'il vous plaît, oui. Vous nous avez dit tout à l'heure, et vous venez de le répéter, que les journalistes étaient souvent les premières victimes de la malinformation pour des raisons structurelles que vous nous avez expliquées. Mais vous avez aussi cité des exemples qui impliquent que les journalistes concernés soient consciemment des sortes d'agents d'influence. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dimension-là? D'abord que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit, l'agent d'influence. N'empêche que c'est la pointe d'un iceberg. L'iceberg, pour moi, c'est la malinformation. Mais la désinformation, c'est comme... la malinformation joue le rôle de fumier pour la désinformation. C'est-à-dire que quand la malinformation est mal faite, l'empoisonnement est plus facile. Si vous bouffez du McDo, vous étonnez pas d'y trouver des trucs bizarroïdes, etc. Donc l'un participe à l'autre. Il n'y a aucune raison, intuitivement je vous répondrai qu'il n'y a aucune raison eu égard aux enjeux politiques, et il faut être raisonnable. Pour être raisonnable, c'est de dire, est-ce que les pouvoirs en place pourraient se défaire de l'opportunité qui, au nom de la démocratie et de la vérité, lorsqu'il y a des enjeux économiques ou pas, ou politiques immenses, dirait non, ça je ne peux pas le faire parce que ça serait porter atteinte à la vérité. Laissez-moi rire. Donc, le fait que ça se produise, ça se produit. C'est même sûr et certain. Il y a quelques années de ça, par exemple,
parce que c'était un sujet, encore j'y reviens, c'est pas une obsession, mais à l'époque c'est là où je travaillais dessus, à Miami, aux États-Unis, dans le Miami Herald, qui est le grand quotidien du sud-est des États-Unis. Ils ont découvert, la rédaction a découvert que 10 journalistes, 10 avaient été grassement payés par des organisations diverses pour écrire des articles négatifs sur Cuba. Et quand je dis payés, je parle de centaines de milliers de dollars. Ils ont été licenciés, d'accord? Même si le journal lui-même est un journal anti-cubain, mais de là à accepter ce fait. Donc ça, c'était un cas comme ça qu'on a découvert, qui a fait scandale. On a découvert donc Judith Miller, qui a été la source des informations soi-disant sur les armes de destruction massive et tout. Il y a un Allemand qui récemment a écrit un livre sur la question. Il y a des déclarations des anciens de la CIA qui disent que tous les journalistes qui comptent dans les médias sont achetés par nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la forfanterie? En tout cas, il avait l'air d'être assez sûr de lui. Et il y a cette sensation que, moi, en ce qui me concerne, c'est que l'absence de démocratie de la presse favorise cela. C'est-à-dire que c'est tout système fermé, occupé par des oligarchies, parce que c'est ça en fait. Ces gars-là sont des petites oligarchies, passent d'une média à l'autre, entre eux, etc. Ça favorise ça. Il faudrait une démocratisation de la presse pour l'en empêcher. Quant à son étendue, j'en sais rien. Par définition, c'est secret. C'est comme si vous me disiez, est-ce que vous connaissez le nombre d'agents secrets? Ah non, c'est secret. Par contre, on les trouve parfois à des positions clés, importantes. L'exemple dont je vous ai parlé du Nicaragua, de ce fameux journal, Le Figaro Magazine, qui était un épiphénomène par rapport à l'époque, mais qui a eu des vagues immenses, a été corroboré plus tard par Bertrand de Lagrange dans Le Monde, sur 4 pleines pages. Et Bertrand de Lagrange, à l'époque, était le responsable de la rubrique Amérique latine du journal Le Quotidien Le Monde. 4 pleines pages d'un mensonge incroyable sur un génocide, soi-disant, d'Indiens Miskitos. Donc, et Bertrand de Lagrange, qui est maintenant à la retraite, a souvent été considéré dans les milieux de la solidarité comme un agent de la CIA, je le dis franchement, face à la caméra. Donc, et M. Paranagua, qui est son remplaçant actuel, les mêmes choses se disent sur lui, parce que la teneur de ses articles sont quand même incroyables. C'est un journaliste de haut niveau, dans un très grand quotidien, qui est tout à fait capable de mentir. Il peut raconter la séance d'une association à la Havane, faire un compte rendu, alors qu'il n'y était pas. Ça ne le gêne pas plus que ça. Oui, ils en sont capables. Parce qu'à un moment donné, comme ils ont de compte à rendre à personne, imaginez, parce que c'est ça qui est bizarre, voilà un comportement atypique dans le comportement atypique elle-même, ou qui provoque, même indirectement, des dizaines de milliers de morts. Parce que même indirectement, vous provoqueriez un accident de la route, même indirectement, vous iriez en justice, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, c'est la liberté de la presse, je raconte les mensonges que je veux. C'est ça la liberté de la presse. Je dis non, c'est pas la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est d'exprimer des opinions à droite ou à gauche, c'est comme vous voulez, mais pas des mensonges volontaires. Madame avait une question. Oui, moi je voudrais intervenir sur l'idée que le milieu des journalistes est quand même un milieu assez homogène sociologiquement. Oui. La formation dans les écoles de journalistes est assez homogène aussi sociologiquement. Donc ça doit être très difficile pour un jeune journaliste entre guillemets honnête, intellectuellement, de s'échapper de ce milieu qui est aussi très lié au showbiz, Oui. à l'édition. Qui s'assimile d'ailleurs au showbiz. À l'édition, vous avez remarqué que n'importe quel journaliste maintenant écrit des livres, etc. Donc je pense que là, on est quand même aussi en but à une difficulté de la formation et du milieu des journalistes qui sont homogènes. Comme l'Assemblée nationale, tous de même classe, les gens entre eux, qui se comprennent entre eux, qui pensent la même chose. Les accointances idéologiques profondes dont j'ai parlé, ça vient de là, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, ils sont un peu les rares
Bon, étant le responsable d'un site alternatif, figurez-vous que chaque fin d'année d'études dans les écoles de journalisme, il y a toujours un qui a comme idée de projet de fin d'études, une étude sur les médias alternatifs. Et à qui croyez-vous qui s'adresse de temps en temps? Bibi. Donc il m'arrive régulièrement d'avoir en entretien, si je puis dire, 2 étudiants qui sortent d'une école de journalisme. Je les vois bien, comment ils raisonnent. J'essaye de ne pas trop les traumatiser. En grosso modo, je leur promets du sang, du sueur, des larmes, ou le conformisme absolu. Il n'y aura pas de milieu pour eux, parce qu'il n'y a plus de médias pour ça. Il y en a littéralement plus. Il existait une époque, quelques bribes comme ça, mais ils survivent comme ils peuvent, quoi. Mais la dernière que j'ai eue, 2 jeunes qui ont parlé avec moi pendant 2 heures, ils m'ont dit à la fin, putain, j'ai l'impression d'avoir fait 2 années d'études pour rien. Je dis, comment est-ce que ça se... Modestement, hein, c'est pas une question, je veux pas... Mais comment ça se fait qu'un gars qui vient de sortir de 2 écoles de journalisme, d'un seul coup voit une révélation de la part d'un mec qui est fondamentalement un informaticien, qui se bat avec les moyens du bord pour essayer de... Comment est-ce que ça se fait que j'ai réussi à le déstabiliser? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien leur enseigner dans ces foutues écoles pour que le gars il soit déstabilisé par ce que je qualifierais moi de banalité? Je suis ni un philosophe, ni un journaliste, ni un écrivain, ni rien du tout. Juste j'essaie de changer un peu le monde à ma façon, etc. Moi je suis sidéré par leur réaction. Et ils ont l'air de découvrir quelque chose. Ils sont là écarquillés. Ben ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous dites même honnête, je ne suis pas du genre à dire tous pourris. Le problème c'est qu'ils sont honnêtes. Ils croient aux conneries qu'ils font. C'est ça pour moi le gros problème. C'est qu'ils y croient. Ils croient qu'ils font un vrai métier. Ils croient qu'ils disent la vérité. Ils croient qu'ils font un truc intéressant. Moi, j'ai plus de télé depuis des années, pardon, j'ai fini. J'ai vu Pujadas l'autre jour à la télé. J'ai dit d'un seul coup, mais j'ai vu le changement. Ce gars, il se met en scène lui-même. Vous vous rendez compte que la façon qu'il présente les données, le gars, il est là, machin truc. Vous parlez de showbiz. C'est devenu du showbiz. Une journaliste de FR3 m'a avoué, m'a dit, face à face, une amie, m'a dit que pendant la première guerre d'Irak, les journalistes qui faisaient les reportages d'Irak, en fait, ils étaient au Koweït. Et la dune qui était derrière eux, c'est le Koweït. Et bien, il t'a pas remarqué que le traducteur irakien qu'ils avaient avec eux, c'était toujours le même, et qu'il lui changeait la couleur du pull. Parce qu'il savait que les gens ne faisaient pas gaffe. Il lui changeait la couleur du pull, et c'était le même mec qui était tout le temps en train de... Et ils n'ont pas bougé de là, ils n'ont pas honte, mais parce qu'ils pensent, ils ont toujours un auto-justificatif dans la tête, comme ça, ah oui, non, mais je ne suis pas sur place, mais c'est comme si j'étais sur place, quoi. Il y a toujours un truc comme ça, il y a toujours une bonne justification derrière qui fait que, là, oui, les couverts, oui. D'ailleurs, si je peux rajouter juste une petite remarque, ils ont aussi le mercato, les journalistes, comme pour le sport, où on spécule sur la valeur d'un joueur pour qu'il soit vendu dans tel ou tel club, ou qu'on veuille s'attirer ses besoins. C'est un peu pareil, et on nous fait, oui, celui-là, il ira dans telle chaîne, et ainsi de suite. Donc, oui, parce que je risque d'oublier, parce que je voudrais quand même mettre le doigt sur quelque chose. J'ai assisté, je reviens au Nicaragua. Je suis là en train de faire mon petit reportage de citoyen. Hein. Quand je dis reportage, je ne suis pas un journaliste, je suis citoyen. Puis c'est plus intéressant de passer les vacances avec un sujet en tête que de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc j'assiste à une manifestation. Et cette manifestation était très bizarre. Il y avait des manifestations qui étaient de l'opposition. Hein. On est encore au Nicaragua sandiniste. Donc ils sont assis par terre avec leurs pancartes comme ça. On dirait en fait un gros pique-nique. En face d'eux, une centaine de CRS, le casque posé par terre, le bouclier par terre, et machin truc. Et je dis, ouais, c'est bizarre ça. Mais moi j'attends qu'il se passe quelque chose, parce qu'il me dit il va se passer quelque chose. J'ai jamais vu une manif où les gens sont assis en train de pique-niquer à droite, pique-niquer à gauche, et tout le monde est tranquille comme ça. Et à un moment donné, je vois tout le monde qui commence à se lever comme ça, à s'étirer. Les gars ils ramassent leurs pancartes, les flics ils mettent leur casque, ramassent leurs boucliers, sortent leurs matraques. Et d'un seul coup, il y a les camions de la télévision américaine qui arrivent, et ça attaque. En fait, tout le monde attendait l'arrivée de la presse pour faire la bagarre. Les CRS le savaient, donc ils disaient, bon, ils vont pas nous attaquer tant qu'il n'y a pas les médias, parce qu'il fallait que les images fassent le tour du monde. Et les gars ont dit, on va pas se faire casser la gueule s'il n'y a pas de caméra pour ça, donc on attend. Et tout le monde attendait. Autrement dit, le média est devenu un acteur, sinon un provocateur de phénomènes. Vous voyez ce que je veux dire? Et prenons un exemple, alors celle-là je l'aime beaucoup, parce que je dis souvent aux journalistes, mais moi quand je vais dans un pays, je ramène plus de vérité que vous. Ils disent, comment ça? Bon, super simple. Admettons que je sois un journaliste encarté, hein,
Vous savez que le lendemain, je vais écrire dans un journal distribué à des centaines de milliers d'exemplaires. D'accord? Ou que je travaille à la télé. Ça va, toi? Ça va, merci. Et je vais commencer à lui poser des questions. À votre avis, quel est le pourcentage de probabilité qu'ils me disent la stricte vérité? À moi. Sachant que demain, je vais pouvoir répéter tout. Honnêtement. Et n'importe lequel d'entre vous. Par contre, maintenant, je ne dis pas que je suis journaliste. On s'est rencontrés dans un bar, on est des amis pour la vie, parce qu'on est tous les deux bourrés. Et là, je le fais parler. Son discours ne sera pas du tout le même. Si j'interviewe un responsable politique avec un micro devant la bouche et des millions de gens en train de me regarder, c'est ça le cinéma, la mise en scène. Qui croit sincèrement que le homme politique dit un once de vérité, ce qui ne veut pas dire qu'il dit une mensonge. D'accord? Systématiquement, il dira un mensonge ou une vérité en fonction de ce qu'il arrange. C'est l'humain. C'est le fonctionnement même des médias est contre-productif. C'est-à-dire que ça me fait penser à la physique quantique où on dit que le problème de la physique quantique, c'est que c'est très difficile à détecter parce que l'acte de détecter pervertit et change les données. C'est la même chose avec les médias. La présence de la caméra fait fuir la vérité. La présence du micro fait fuir la vérité. Plus ils mettent leur badge en gros et plus ils participent à la mise en scène. Je ne sais pas si c'est vrai, on m'a raconté qu'à Gaza, pendant les intifadas, les gamins ne jetaient pas de pierre tant qu'il n'y avait pas de caméra. Parce que quitte à se prendre une balle par Israël, autant que ce soit filmé. Chose que je comprends. Et qui disaient même que leur présence provoquait. Parce que les gamins tant que, etc. C'est un rapport hyper dialectique et c'est devenu quelque chose de très dialectique. Mais on refuse de le reconnaître. Quand je vois un journaliste se faire interviewer avec un homme politique se faire interviewer avec un micro devant lui marqué BFM, ITV, etc., je me dis, ce gars-là, il est en train de réfléchir à la moitié de son cerveau à ce qu'il va dire, à l'autre moitié à ce qu'est l'impact que ça va faire. Et c'est ça la méta-analyse de la situation, c'est ça qu'on est en train de voir en réalité. Il n'y a pas un seul homme politique ou responsable d'entreprise ou de quoi que ce soit, y compris d'association, qui va vous dire franchement et clairement à la tête, donc à quoi ça sert? De quoi est-ce qu'on est en train de parler réellement? Théâtre d'ombre en fait. Et la meilleure façon d'aller chercher l'information, c'est comme je dis, vous enlevez votre badge, c'est ce que je leur dis, enlevez votre badge de presse, buvez des canons avec les gens au bar, allez voir les gens comme ça, parce qu'il n'y a que comme ça qui vous disent la vérité. Sinon, ces discours, ces machins... Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils disent toujours des mensonges. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas vous dire « je suis un salaud »,« oui, j'ai volé »,« oui, j'ai pensé ». Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Une Ou autre alors, il faudrait question. le faire boire beaucoup. Hein. Une question ici. Oui, je voulais rebondir rapidement sur ce que vous venez juste de dire. Il y a des journalistes un peu indépendants, un peu atypiques, qui s'amusent justement à coller un autocollant TF1 sur leur caméra pour interviewer des gens connus qui sont hyper contents de passer sur TF1, surtout des locaux. Et en l'occurrence, ils les défoncent avec leurs questions. Et les gars, ils mettent un certain temps à comprendre. De gens, ils commencent à douter. Ils disent, mais vous êtes vraiment pour TF1? Puis oui, oui, mais ils sont vraiment dans le doute et ils n'osent pas. Ils n'osent pas décoller parce qu'ils, dans le doute, ils préfèrent jouer le jeu jusqu'au bout. Et c'est vraiment très drôle. Qui a fait ça? Autour de Pierre Carl. Nina Ah, Fort a bah fait oui, ça assez d'accord. souvent. Ils sont trop forts. Ah, ils font des trucs assez marrants. Nina Fort, elle fait des trucs vraiment balèzes avec ça aussi. À se faire passer pour une journaliste de Les Échos TV pour interviewer le directeur d'Adrexo. C'est génial. Adrexo, c'est une entreprise qui exploite les gens, qui les paye à la tâche 2 fois moins cher que le SMIC pour distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres. Ah, ouais. Et du coup, le gars il dit mais c'est quand même un peu à charge, vous êtes sûr c'est Les Échos TV et tout, mais comme il est gêné, il joue le jeu jusqu'au bout, mais il se fait laminer. Du coup, il confirme des trucs quand l'imagine est bien, etc. C'est assez drôle. Bref, sinon, je pense qu'on ne peut pas dire que tout journal est soit sponsorisé par l'État, soit sponsorisé par les multinationales, la publicité. On a des exemples. Ah bon, j'ai cru tout à l'heure. D'accord, ok. Parce Je que capte, c'est monsieur qui a dit. Non, j'ai dit on a toujours des comptes à rendre. C'est tout. Ouais. Indépendant ne serait-ce qu'à ses vis-à-vis de propres qui? lecteurs quelque part, quand on a un lectorat, mais enfin bref. On est toujours dépendant de quelqu'un, donc moi je... La question importante, c'est dépendant de qui? Ouais. Et justement, il y en a un qui n'a pas été cité là aujourd'hui, donc... Décroissance. Voilà, je vais le citer bien sûr. Après, je pense pas que c'est la panacée à tout point de vue. Mais personnellement, je pense que c'est peut-être le meilleur type de presse français aujourd'hui et qui parle avec le plus de liberté de tout un tas de choses qui sont complètement tabous dans les médias. C'était une question... En fait, il y a une question. Ma question c'était que pensez-vous de la décroissance, que pensez-vous de Fakir? Moi, je tiens pas à donner des bons et de mauvais points, c'est pas mon objectif. Mais si je devais les classer dans les médias alternatifs,
et j'ai cité Fakir. Ouais. Je considère que c'est un authentique, c'était pour faire la distinction que médias alternatifs et Internet, c'était pas forcément la même chose. Il existe des journaux alternatifs papier, j'ai mentionné Fakir et le sarcophage qui s'appelle plus le sarcophage, mais les enragés, je crois, je sais plus, les indignés, ça y est, les indignés, et j'ai oublié des croissances ou d'autres, probablement. Mais ce sont d'authentiques médias alternatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons ou mauvais, ça veut dire que c'est pour moi de vrais médias alternatifs. Monsieur avait une question. Juste un mot sur la version officielle du 11 septembre. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez expliquer? Est-ce qu'il y a une version juste officielle? Est-ce que c'est vrai? Je C'est pas vrai? refuse On sait plus. d'aborder cette question à cette heure-ci, ici. Si vous Je ne suis avez... pas fou non plus. Excusez-moi, je vais intervenir. Si vous avez des questions précises sur le propos qui viennent de nous donner, on va en écouter encore 2 ou 3 maximum. Ensuite, parce que bien sûr, là aussi, il faut répondre à un format. Dans la caméra, on ne peut pas filmer pendant 6 heures. Donc, si vous voulez discuter un peu plus longuement par la suite, on peut se rejoindre à côté, prendre un petit café ou ce que vous voulez et discuter plus tranquillement. Donc, encore des questions? Là. Question. Est-ce que sans distribuer de bons ou mauvais points, qu'est-ce que vous pensez du monde diplomatique qui se présente quand même comme un journal de prise de recul, mais que je ne connais pas plus que ça? Bon, c'est génial. En fait, vous me demandez est-ce que je considère qu'il fait partie des médias alternatifs? Parce que c'est la seule question à laquelle je vais répondre. Oui. Oui, parce que par exemple, il refuse, il ne participe pas aux ruptures narratives. C'est un article où j'ai appris beaucoup de choses sur les causes et les conséquences d'événements, etc. D'abord, c'est un mensuel, ce qui permet de prendre du recul et du temps. Encore une fois, et ne méprenez pas non plus le sens de mes propos. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais. Je dis, pour moi, c'est un vrai média alternatif. Je pense qu'il est plutôt bon. Mais ouf, j'aurais pas dit. Non, mais je suis pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points. Ouais, allez-y. Que pensez-vous de la manière dont l'information circule avec les nouvelles technologies? Sur la plupart des smartphones maintenant, presque tout le monde a, et a des applications qui donnent comme des SMS, des dépêches qui tombent, des tas de choses comme ça, et j'ai l'impression, enfin moi personnellement je n'ai pas cette camelote, mais autour de moi, de plus en plus, on m'interrompt dans les discussions ou dans des moments où on est complètement dans autre chose avec une info qui vient de tomber. On dirait que ce sont tous des gens qui travaillent à des agences France Presse ou je sais pas quoi, et qui répètent des balivernes hallucinantes, et l'info alors là, elle en est arrivée à un strict minimum. Et je pense que, d'une manière générale, les nouvelles technologies ont un énorme impact sur la manière dont on perçoit l'information aujourd'hui. Et que ça part à la dérive. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Je fais référence à ce que j'ai peut-être mal dit. C'est des gens qui confondent ingurgiter des informations avec apprendre. C'est l'équivalent de se dire, tiens, je vais me nourrir et de me baffrer de hamburgers. Voilà. De toute façon, c'est là, ces gens-là qui croient s'informer parce qu'ils s'alimentent de n'importe quoi, ou une idée chasse l'autre, sont assez facilement coinçables. C'est lorsque vous les interrogez sur des faits avec un peu de distance. Parce que si le ratio information ingurgitée était proportionnel au temps qui passait, ce devrait être des Wikipédia à eux tout seuls, sur pattes. Et pourtant, vous constatez, le lendemain, le surlendemain, au repas à midi à table, ils n'ont pas plus de choses ou d'opinions à donner sur un événement que moi, par exemple, qui n'ai ni télé, ni radio, et je regarde que les titres. Parce qu'ils n'en retiennent rien. Et à mon avis, il faut leur renvoyer ça à la figure, parce que c'est contre-productif en ce qui me concerne. La vérité, comme j'ai dit, ne supporte pas la vitesse. Et encore moins les dépêches comme ça, les titres qui défilent, qui peuvent dire tout et n'importe quoi. Ça dépend comment vous les interprétez. Ma question, c'était pas sur les gens, c'était sur l'essor des nouvelles technologies qui, soi-disant, nous permettent de mieux communiquer, qui nous permettent d'être mieux informés en temps réel. Oui. C'est comme si on me disait, je vais vous apporter le hamburger à domicile pour que vous soyez mieux nourris. Pour moi, c'est le livreur à domicile, c'est tout. Et il me sert la même, je peux dire ça là, que dans boutique. Maintenant, ils viennent vous chercher. Si vous n'êtes pas capable d'aller le regarder, ils viennent vous chercher chez vous. Bientôt, ils vont vous sortir par le callback et vous mettre le nez dedans. Enfin, regarde, ça c'est bon.
Pas bon, ça bon, pas bon. Non mais c'est la même chose, c'est addictif, c'est comme la pub. La pub aussi est addictive. Maintenant, avec que je n'ai plus de télé, plus de radio, etc., ma compagne me réveille le matin parfois avec énergie, la radio. Ça me rend hystérique. J'ai envie de jeter l'appareil et je me dis, j'ai affaire à des psychopathes qui derrière des micros, c'est pas possible qu'une personne lucide puisse accepter ce torrent de violence psychique qui sort de cette boîte. Et la télévision aujourd'hui, maintenant que je ne la regarde plus, je le ressens vraiment comme une violence psychique, une hystérie collective de bêtises ambiantes qui est déversée comme ça. Chose que je critiquais auparavant, mais pas autant. C'est-à-dire que, comme un ancien fumeur qui a arrêté de fumer, qui ne supporte plus l'odeur du tabac, maintenant que je me suis défait de la télévision, d'y revenir me rend, littéralement, je peux le dire, mal à l'aise, physiquement. Parce que j'ai pu comparer avec d'autres choses. Je sais que, lors de mon dernier voyage à Cuba, où il n'y a pas de publicité dans les rues, où c'est hyper apaisant, j'ai été pris d'une sorte de panique à l'arrivée à Charles de Gaulle, parce que les premières choses que vous rencontrez en sortant sur les tapis roulants, c'est les publicités HSBC tout long comme ça. Et j'ai eu un moment de claustrophobie, angoisse comme ça. Parce qu'à un moment donné, la publicité, c'est plus « regardez-moi », elle vous prend par la manche, c'est une agression, un viol psychique. Je considère ça comme un viol psychique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut en parler aussi, c'est un peu comme les médias, de quel droit? Parce qu'en fait, la question se pose, de quel droit est-ce qu'on pollue ma vision de ça? Ou qui leur a donné le droit? Et comment se sont-ils arrogés le droit pour me mettre sous le nez, systématiquement, à l'écran, à la radio et dans la rue, m'étaler les mérites, entre guillemets, de produits? Je pense qu'on ne se pose pas cette question, c'est le fait accompli. Là, vous savez, les gens s'habituent à tout, la théorie de la grenouille, dans l'eau chaude, etc. Mais quand vous revenez d'un pays où il n'y a pas de publicité, je ne pourrais pas vous savoir à quel point c'est reposant. Ah, la paix. Et c'est bien. Il y a la propagande à Cuba quand même. Il y a les panneaux de la propagande partout. Hein. C'est pas de la pub, mais c'est autre chose. D'abord, ils sont 100 fois moins nombreux que les pubs ici. Oui. Et la publicité, c'est de la propagande. Ce sont plutôt des slogans que de la propagande. Il faudra qu'on discute sur le terme propagande. Slogan, c'est pas propagande, c'est pas exactement la même chose. À propos de Cuba, justement. Non, c'était pas le sujet. Si. J'ai une autre conférence, si vous voulez. C'est imprimé de l'autre côté. Ça ne fait, ça, je peux le faire en 3 heures, si vous voulez. Non, vous avez l'air, c'est pas que vous avez l'air, vous avez une affection politique vis-à-vis de Cuba. Ah, ça s'est ressenti. Et on peut s'attendre, dans les semaines qui vont venir, même pas les mois, un florilège de niaiseries autour de Cuba, avec ces fameuses ouvertures. Voilà. Ça a déjà commencé. Oui, pourquoi dans la semaine qui vient? Non, ça a déjà commencé. Voilà. Il y a par ailleurs des articles sur le site Le Grand Soir. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ça prend pas beaucoup de temps sur celui déjà qui est pris pour le divertissement. Mine de rien, il y a un trou informationnel, une rupture narrative et des comportements atypiques autour de Cuba qui est super intéressant. Le blocus. Embargo blocus. Figurez-vous, mais ça, encore une fois, c'est juste, je jette et ensuite, si vous voulez. La moitié des reportages ne citent pas la chose. L'autre moitié vont le citer. En 20 ans d'études de Cuba, je n'ai jamais entendu un seul grand média donner la moindre explication de quoi il s'agit. Pas un seul. C'est ce que j'appelle une rupture narrative aussi, parce qu'on dit oui, comme si tout le monde savait. Silence de l'histoire. Il y en a qui le mentionnent, mais on n'a aucune idée de quoi ça. Alors, ce qui fait que ça donne lieu à des échanges parfois cocasses avec des gens qui me disent oui, mais il n'y a pas d'embargo puisqu'on trouve du Coca-Cola sur l'île. Chose à quoi je réponds, qui a jamais dit que l'embargo concernait les boissons gazeuses? D'ailleurs, elle ne concerne pas les boissons gazeuses. Excusez-moi, on a une dernière question. Une dernière? Et après, on va clôturer. Et après, on peut aller bouffer. C'est ça. Deux questions justement, vous avez parlé à plusieurs moments que vous avez eu du mal avec certaines de vos amies journalistes et tout, de leur faire comprendre d'accepter qu'il puisse y avoir une alternative. Quoi. Ouais. Et moi, j'ai les mêmes problèmes avec des amis. J'ai une amie, par exemple, qui est à CELCA, c'est comme ça que
s'appelle une école de journalisme là, et qui à chaque fois qu'on discute, essaie de me convaincre que c'est moi qui suis dans le tort et que par exemple si je lui racontais que je suis venu dans une réunion pareille, elle me dirait non mais ça c'est les gens qui sont dans la théorie du complot et donc je me demande comment je peux me défendre quoi, Tu te sens otage. et comment aussi lui faire comprendre. Premièrement, pourquoi est-ce que vous vous sentez, vous, en position d'infériorité par rapport à elle? C'est une question intéressante. Pourquoi c'est pas elle qui est mal à l'aise? Moi, j'arrive à les mettre mal à l'aise, hein, c'est pour ça. Au stade où j'en suis, je... Non, mais sans être méchant. Et que, moi, de base, je suis pas... Vous êtes un journaliste. Non, je suis comme vous, j'ai commencé à faire ça à 10 ans, je suis informaticien. Oui, mais moi, à partir... Un jour, vous serez moi. Ah, il m'a tendu la perche, pardon. Coupé. Non, mais... moi, je pars du postulat que je suis pas un journaliste, que je suis là pour recevoir des informations. Et que de fait, elle est dans une école de journalisme. Donc c'est normal que dès le départ, je m'infériorise dans une discussion avec elle. Eh ben voilà. Vous avez répondu à la question. Vous vous êtes infériorisé vous-même. Pourquoi? Elle est à l'école, elle. Vous avez... Justement, comment je pourrais lui dire que c'est pas ça. Les ruptures narratives. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas plus meilleur défenseur d'une connerie que celui qui y croit. Un esprit formaté, c'est quelque chose qui est très difficile à essayer de convaincre l'adepte d'un secte d'en sortir. Je veux dire, ça relève du même tonneau. Votre problème, c'est pas de la convaincre. Votre problème, c'est de l'éviter. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un phénomène qui rejoint un petit peu l'expérience de monsieur, c'était le phénomène de Charlie. Si vous n'étiez pas d'accord avec ça, déjà, bon, l'environnement pouvait vous faire comprendre que... Bon, moi, déjà, j'ai pas d'amitié et de sympathie aucune pour Charlie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, bon, il y a l'opinion majoritaire qui est dans les médias dominants. Demande une justification. Quand vous ne la suivez pas, bon, forcément, vous affrontez quelque chose qui est donc la pensée dominante. Oui, mais il faut s'organiser pour la contrer et l'éviter. Moi, quand il pleut, si vous n'avez pas de parapluie, ne soyez pas étonnés de vous mouiller. Donc si nous, je ne sais pas qui est le nous, c'est les gens dans cette salle, c'est partout. C'est un problème intéressant, parce que même Emmanuel Todd l'a dit récemment, au moment des événements de Suis Charlie, il a hésité à énoncer son opinion dans les 3 premiers jours. La plupart des gens sentaient qu'il valait mieux pas trop mourir, parce qu'on sentait que la vague était tellement importante que ça c'est quand même un phénomène physique, je pense. Oui. Non, mais il y a eu un moment post-11 septembre qui ressemblait vaguement, on l'a bien vu. Donc l'opinion majoritaire, c'est quelque chose qui est installé par les médias, et c'est l'environnement dans lequel on vit, et s'affronter à ça, ça peut être... on a perdu la guerre d'avance si on ne s'organise pas. Ça, je ne suis pas optimiste, hein. Je dis que si on ne se réveille pas, et selon des critères les plus larges possibles, parmi tous ceux qui refusent le fonctionnement actuel de nos sources d'information, nous avons perdu la guerre. Quelle que soit la guerre que vous menez. Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport à ça. Et l'Internet ne viendra pas à votre secours. Ni les médias alternatifs. On fait notre petit boulot de conscientisation. On n'est pas des pros. On ne peut pas y passer tout notre temps. Comme j'ai dit aux gens, il m'arrive de me tromper parce que je fais ça en dilettant, à mon temps libre et sans être payé. Aux journalistes, j'ai dit, c'est quoi votre justificatif à vous? C'est vous les professionnels, c'est vous qui devriez. Et moi, je n'ai jamais demandé à faire une guerre contre qui que ce soit, etc. Donc, il n'y a pas de solution concrète facile, tout simplement parce que nous sommes dans une logique de consommateur, de rapport de consommateur vis-à-vis d'un système.
il y a aussi nos habitudes de consommation à changer. Nous, consommateurs de l'information. C'est pour ça que je fais le rapprochement entre la malinformation et la malbouffe. Discuter avec ces gens-là, c'est comme discuter avec un technicien de Monsanto. Votre problème, c'est pas de convaincre le technicien de Monsanto, c'est de vous en passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'arriver à vous en passer. Et même que vous la convaincriez, ça en fait une, il y en aura 200 derrière. C'est une amie. Oui, mais c'est du formatage. Oui, je comprends que vous avez envie de la sauver. C'est la preuve de votre amitié. Donc, mais c'est désespérant. Mais d'une manière générale, la meilleure expérience, la meilleure façon que j'ai pu voir de ça, c'est d'emmener ces gens-là dans des terrains particuliers. C'est-à-dire que confrontés aux choses physiques. C'est à peu près la seule chose qui arrive à les secouer. Un mot pour conclure. On va passer à côté. Merci à tous.